toutes et à tous, bienvenue sur Épargnant 3.0, la communauté des épargnants qui cherchent à développer leur patrimoine sur le long terme et sereinement. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Régis, qui s'occupe de LuxAvis notamment pour parler de l'assurance vie luxembourgeoise. Bonjour Edouard, merci de ton invitation. Je t'en prie, c'est avec plaisir parce que j'aime dire pourquoi est-ce que j'invite les gens. On se connaît depuis déjà plusieurs années et tu es celui, grâce à toi, j'ai fait ma première web TV. Donc je tenais à te remercier et donc c'est tout à fait normal que je t'invite. Voilà, et on se connaît, on a échangé depuis un bout de temps, on s'est suivis. Et donc, ça me fait plaisir qu'on se parle. Alors, je vais peut-être te dire quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de te dire. C'est pourquoi je t'avais invité lors de cette web TV. Alors, découverte. En fait, tu avais un discours innovant vis-à-vis des ETF et vis-à-vis des investisseurs privés. Et ça faisait plusieurs années, puisque on fait de l'ETF depuis plus de 15 ans. Ouais. Et que ce relais auprès des investisseurs privés, nous ne l'avions pas, ni par rapport aux banques privées, ni les assureurs. Personne ne faisait l'effort de vendre des ETF auprès et d'expliquer les ETF auprès d'une clientèle d'investisseurs privés. D'accord. Alors justement, qui es-tu? Ça, tu dis que tu as fait 15 ans que tu fais des ETF. Tu m'as quand même déjà une fois dit que tu venais quand même un peu de l'actif, de la gestion active. Alors c'est quoi cette histoire? Et depuis combien de temps tu t'es mis un peu à l'assurance vie luxembourgeoise? C'est le sujet du jour. Alors, je n'ai pas eu besoin d'aller voir un psychologue pour gérer cette problématique gestion passive, gestion active. J'arrive à trouver mon épanouissement entre les deux, parce qu'en fait, il y a deux façons de considérer la gestion. Alors effectivement, moi je viens de la gestion active que je fais depuis 1995. Donc j'ai toujours fait de la gestion privée, d'abord à base de titres vifs, d'OPCVM, toute la palette possible. Et puis en 2007, j'ai fait le choix, personne m'y a poussé, mais j'ai pris conscience 2007. De faire uniquement des ETF. Déjà, uniquement des ETF dès 2007, pour dire effectivement que l'accès au marché que permettaient les ETF était suffisamment large pour se focaliser sur les alors, ETF. qu'est-ce qui t'a pris? Parce que pour tes spectateurs, le premier ETF dans le monde il est sorti au Canada en 1990-91. Le vrai premier ETF, c'est en 93, c'est sur le S&P 500 aux États-Unis. L'Ixor sur le CAC 40, c'était en 2000. Il y a eu un Dodge Jones juste un peu avant. 2007, il n'y avait quasiment pas d'ETF. Là, t'étais tout seul. Non? Enfin, c'était comment? Moi, j'étais pas sur les ETF encore, déjà à cette époque-là. Alors, c'est assez rigolo parce que toute la profession me disait ce que tu fais, Régis, c'est génial, mais tu es trop en avance. Ouais. Et je vois arriver tout le monde aujourd'hui, Ouais. et je trouve ça juste passionnant parce que ce qu'attendent les clients, c'est aussi une forme de légitimité et que les opportunistes dans le métier sont en général pas très bien vus. Et puis l'ETF, il faut bien voir que c'est qu'un véhicule et que quelque part, c'est pas le plus important. On parle beaucoup d'ETF, mais ce qui est important, c'est la classe d'actifs. Tout à fait. Et donc, d'avoir ce background d'allocataire d'actifs, que ce soit avec autre chose que les ETF, était important. Oui, d'ailleurs, mon deuxième livre, Créer et piloter un portefeuille d'ETF, finalement, j'aurais écrit Créer un pilotage de fonds, ça aurait été, 3/4 aurait été pareil. Exactement. Exactement. L'ETF vient effectivement, il y a deux choses qui me paraissent importantes, c'est effectivement baisser les coûts, mais je ne veux pas faire passer ce message-là uniquement parce que c'est un ETF, c'est bien d'autres choses, mais c'est également accéder à des marchés qui sont tout simplement inaccessibles pour un investisseur privé en tout cas. D'accord. Et donc l'assurance vie luxembourgeoise. Alors, l'assurance vie luxembourgeoise et l'ETF, c'est pour moi le mariage de raisons et qui est tout à fait excitant parce que c'est un contenant qui apporte la protection. Tout le monde peut trouver sur Internet, effectivement, le triangle de sécurité qui va protéger l'investisseur. Par exemple, en cas de défaut de l'assureur, ces capitaux sont dans une banque dépositaire
indépendante de l'assureur. Il y a ce qu'on appelle le super privilège qui permet, en cas de défaut de l'assureur, d'être le premier créancier vis-à-vis de l'assureur, contrairement à la France où les clients sont bien derrière. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'allocataire, c'est la flexibilité de la gestion. C'est juste le jour et la nuit avec la France. Oui, alors je pense que c'est effectivement un élément intéressant parce que si on prend un exemple, la liste d'ETF, même avant la nouvelle offre que tu es en train de sortir, elle a toujours été très différente de ce qu'on trouvait sur les autres assurances-vie françaises. Oui. Et tu as eu cette flexibilité en tant que courtier, alors que moi je sais que chaque fois qu'un courtier veut référencer un ETF, c'est la croix à la bannière. J'ai l'impression que toi tu as plus de souplesse dans la discussion que tu as avec l'assureur. Mais oui, parce qu'on a cette double casquette de courtier pour ouvrir un contrat d'assurance vie, mais d'allocataire. Ouais. Et d'ailleurs, on travaille aussi beaucoup avec d'autres courtiers qui viennent nous confier les capitaux de leurs clients pour les conseiller. Et donc, tes clients, ils viennent chercher quoi alors? De cette flexibilité-là, qu'est-ce que tu vois? Il faut quand même dire, c'est plutôt pour les patrimoines déjà un peu établis. Hein, c'est pas du tout les mêmes. Alors, c'est en évolution. Les premiers clients, c'est d'abord les clients historiques qui m'ont suivi de la Société Générale à la compagnie financière, de la compagnie financière à Figest, puis maintenant, aujourd'hui, chez Luxavie. Ensuite, j'ai eu beaucoup de professionnels financiers qui cherchaient des solutions, qui souvent, pour des raisons de compliance, n'avaient pas le droit de gérer eux-mêmes leurs capitaux. Et puis, gérer soi-même des capitaux dans une assurance vie, c'est pas impossible. Ça se fait, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus intuitif et évident à faire. Et on voit que ça se démocratise à vitesse grand V. Et comme je le disais en introduction, il y a les investisseurs particuliers ont tout intérêt à faire de l'ETF, même si leurs intermédiaires financiers n'ont pas beaucoup d'intérêt à leur en vendre. D'accord. Okay, donc, ce qu'ils viennent chercher, ils viennent chercher avant tout de l'ETF dans une enveloppe assurance vie qui reste quand même le placement préféré des Français, dit-on. D'accord. Alors justement, donc, dans tes offres, tu as deux types d'offres. Tu as des offres où on peut être quand même en autonomie, on en parlera tout à l'heure, et puis des offres où tu accompagnes, où tu fais du conseil en allocation, voire de l'allocation déléguée, où tu gères pour tes clients. Et ce qui fait que cette allocation, il y a différents types d'allocations, elle est un peu sur toi, tes connaissances du marché, etc. Et j'ai vu que tu ne pensais pas que le marché était efficient. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat formellement ce que ça veut dire efficient. Il y a plusieurs types d'efficience, etc. Mais toi, tu utilises l'ETF qui est quand même quelque chose où on pense plutôt ça, je dis, et tu fais de la gestion active là-dessus. Je tiens à dire aussi que opposer gestion active comme ça de façon très simple et gestion passive, c'est un fort raccourci, c'est un continuum entre plein de choses, entre ne rien faire, faire un petit peu, faire des choses, etc. Ça ne s'oppose pas directement à la gestion active. Par exemple, si on prend le Smart Beta, est-ce que c'est de la gestion active, c'est de la gestion passive? Est-ce que faire de la gestion active sur la gestion passive, c'est de la gestion active sur la gestion passive? Est-ce que la gestion quantitative, c'est la gestion active? Voilà, il y a plein de choses à dire. On ne va pas rentrer dans tout ce débat-là. Toi, en quelques mots, tu prends ton cerveau, tu dis qu'est-ce que je vais faire en utilisant des ETF de façon un peu active quand même. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à dire et la plus grande difficulté, ça va être de les dire en quelques minutes. Ouais. Un ETF, ce n'est pas forcément de la gestion passive et un EPCVM, ce n'est pas forcément de la gestion active. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans nos gestions, on a une fibre de gestion active, mais pas seulement. C'est-à-dire que nous avons développé des modèles de gestion quantitative qui ont d'ailleurs de très bonnes performances. La meilleure performance depuis le début de l'année est une gestion quantitative qui s'appelle Winner Loser. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle est à plus 24% depuis le début de l'année. Le marché fait 20 à ce stade-là, de tête à peu près. J'ai regardé là, j'ai fait quelques... Peut-être, je dirais un peu en dessous, on est plutôt entre 17 et 18 à peu près. Ouais. Donc t'es un peu, oui, enfin, voilà. Donc, ça donne l'écart. On n'est pas à 5. Alors, voilà. Nettement au-dessus, avec une gestion flexible 0 à 100. D'accord, pas facile. Donc, je pense que beaucoup de gestions actions voudraient être à 24 depuis le début de l'année. Ah oui, non, c'est sûr, ça c'est sûr. Donc, on ne veut pas
enfermer les clients dans notre vision des marchés, c'est-à-dire que le marché n'est pas efficient, qu'il y a des inefficiences à exploiter. On veut partager nos convictions, mais si elles ne sont pas partagées, on est capable d'accompagner le client sur d'autres gestions et par exemple de les laisser libres de gérer eux-mêmes leur portefeuille s'ils estiment avoir les compétences, le temps, si ça leur plaît. Parce que gérer soi-même, c'est presque dans son ADN. Moi, je ne cherche pas à convaincre un client qui veut gérer lui-même qu'il faut qu'il délègue. Hein. On va revenir à ça, les offres. Mais alors, je te pose la question un peu trop. Si tu fais de la gestion active sur les ETF, c'est que tu penses que tu es meilleur en allocation que le marché. Oui. Qu'est-ce qui fait que toi, tu penses que tu es meilleur que le marché? C'est quoi ton avantage? Si je le pose comme ça, la question. Mon avantage, le temps. Ouais. Le marché s'intéresse au court terme. Ouais. Le court terme ne m'intéresse pas. D'accord. Parce que je n'oublie jamais que je fais de la gestion pour le compte de privés. Les investisseurs privés, ce qui les intéresse, c'est de gagner de l'argent avec un niveau de risque variable, mais il n'y en a aucun qui a un objectif de placement à 3 mois, à 6 mois ou à 1 an. S'ils partent en assurance vie, on peut faire aussi du compte titre ou du PEA, mais c'est toujours pour au moins 5 ans, 8 ans, voire bien plus. Et donc, c'est un confort de gestion qui est juste magnifique, parce que je ne suis pas gérant de PCVM, je ne me regarde pas le nombril tous les 3 mois ou tous les mois en me disant comment je suis dans mon classement Morningstar ou Cantalis. Je m'en moque. Et donc c'est cette liberté-là qui nous a permis de dire, par exemple, il y a 1 an, on l'a écrit dans la presse et facilement consultable, qu'il fallait faire des mines d'or. Voilà, on a expliqué pourquoi. Et ce choix-là, il nous a permis de gagner 50% cette année. Ouais. Voilà. Mais quand tu fais ça, quand tu fais ce choix actif, il faut accepter de sous-performer de temps en temps. C'est le jeu. Mais je connais. Toi, je parle de tes clients. Je ne connais pas un client qui me dit mon objectif, c'est de surperformer le CAC 40 ou le MSCI World. Ah, et toi, tu en connais. Oh, d'accord. Il s'en moque. Il s'en moque. En général, l'objectif que j'entends le plus souvent, c'est voilà, j'ai vendu ma boîte, j'ai déjà pris mes risques. Ce que je veux faire, c'est l'inflation plus les frais avec une faible volatilité. D'accord, ok. Voilà. Ça, et ce qui finalement, il y a, 6 ans, 7 ans, pouvait prêter à sourire en se disant, facile, ok, facile. Aujourd'hui, avec des taux négatifs, c'est pas si évident. Non, c'est sûr. Donc, il faut faire des choix. Investir, c'est choisir. D'accord. Et alors, donc, si on veut être en autonomie, comment ça se passe chez toi? Parce que, alors, il y a un minimum. Et puis tu as inventé un nouveau modèle qui est en train de se développer du flat fee. Donc je pense que tu es en avance encore une fois. Je pense que ça se développera beaucoup à l'avenir, mais pour l'instant tu es un peu tout seul. Mais à vrai dire, on n'a rien inventé. On a fait qu'écouter ce que les clients voulaient. Ouais. Les clients ne comprenaient pas pourquoi une gestion pour un portefeuille de 100 000 € ou d'1 million d'euros, pour nous, c'est à peu près le même boulot, d'accord? Alors il y a peut-être un peu plus de recherche, une granularité plus fine pour 1 million d'euros, mais grosso modo, c'est à peu près le même temps. Ouais. Pourquoi on va faire du pourcentage? C'est pas logique. Donc effectivement, sur le contrat d'assurance vie, le contrat d'assurance vie, on a dit, il y a les frais de l'assureur, là on n'y peut pas grand-chose. C'est un pourcentage, voilà, c'est un pourcentage, et on le vend donc sans marge, il n'y a pas de rétrocession, et nos frais, sur le contrat, c'est 590 €. Voilà. Ce qui est 100 000 € ou 10 millions d'euros, c'est 590 €. Ce qui fait qu'à partir d'un certain montant, tu arrives quand même à des frais qui sont, ce qui est assez rare, je pense, pour l'assurance vie luxembourgeoise, hyper compétitifs, même aux assurances vie online françaises de qualité dont on parle sur le blog, dans les livres, etc. Ouais, non, c'est ça qui est vraiment très excitant, c'est qu'on arrive à faire mieux et moins cher. Donc, voilà. À partir d'un certain montant. En dessous, c'est très honorable, surtout par rapport. Alors, on va dire à partir de 150 000 € à peu près. Ouais, voilà, c'est ça. Sachant que ça sert toujours de prendre date. Donc, peut-être que le minimum, je crois, c'est 50 000 €. Oui. Ça vaut peut-être le coup de commencer. Si on pense qu'un jour, on aura 150 000, de commencer avec 50 000 et de faire courir le délai. Donc, voilà.
Donc, on va peut-être clôturer là, si ça te va. En tout cas, moi, je clôture. Ah, moi, j'aurais très envie de poursuivre, Oui, voilà. mais on va être raisonnable. On va être raisonnable, c'est ça. Donc, moi, je dirais quand même que, dans les assurances vie luxembourgeoises, c'est quand même le top, je dirais, parce que, voilà, et en cohérence par rapport à ce qu'on se dit sur ce blog, dans mes livres, etc. Donc, une expertise. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'assureurs luxembourgeoises qui acceptent les ETF. En gestion libre, potentiellement. Voilà. Non, Voilà. Et donc, en plus, il y a une expertise sur le sujet, donc c'est quand même mieux plutôt que quelqu'un qui fait ça par hasard. Ouais. Voilà. Et potentiellement, même s'il n'y a pas que les frais dans la vie, il y a le service, il y a plein de choses, Ouais. potentiellement, c'est très abordable dans certaines conditions. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller regarder si vous vous intéressez à l'assurance vie luxembourgeoise, ce que tu offres. Je te remercie. Merci, c'est moi qui te remercie. Et à très bientôt, on essaiera de refaire des interviews bientôt.